Bonjour à toutes et à tous, le sommaire de ce journal. Elle compte parmi les malformations congénitales les plus courantes. Les cardiopathies congénitales concernent près de 1% des naissances et sont la principale cause de mortalité infantile. L'association It Is My Childhood met de la joie dans le cœur des enfants orphelins. Elle a saisi l'occasion de la Saint-Valentin pour célébrer le Children Valentine's Day. Premier partenaire commercial du Bénin, le Nigeria représente 86% de la valeur des produits importés. Que faire alors pour réinventer les relations entre les deux pays? Un économiste nous donne quelques pistes. Merci de votre fidélité. Sujet sensible et difficile, les cardiopathies congénitales touchent chaque année environ 8 enfants sur 1000 qui naissent avec une malformation cardiaque. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité dans la première année de vie. Plus de précisions dans ce reportage. Cette image du cœur qui apparaît, le cœur en mouvement, qui permet de savoir s'il y a une malformation ou pas au niveau des cavités cardiaques ou au niveau des gros vaisseaux. Avoir un cœur en santé peut faire toute la différence dans la vie d'une personne, bien sûr. Naître avec une malformation cardiaque peut réduire considérablement la capacité de cette personne à interagir avec le monde qui l'entoure. Les cardiopathies congénitales constituent la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur et ou des vaisseaux. Ces malformations vont survenir pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Selon les données d'incidence globale, 4 à 9 cas pour 1000 nouveau-nés vivants souffrent de cardiopathie congénitale, soit 1,5 million de nouveaux cas chaque année. Il y a plusieurs facteurs de risque. Les maladies que la mère a qui peuvent être à l'origine de cette cardiopathie congénitale, comme le diabète maternel par exemple. À côté de ces maladies maternelles, il faut prendre en compte également les toxiques dont la mère peut faire usage au cours de la grossesse. Il faut aussi noter de façon particulière les médicaments que la maman peut prendre au cours de la grossesse. Les cardiopathies congénitales doivent être diagnostiquées de sorte qu'à l'âge adulte, il n'existe pas d'autres pathologies dérivées de celles-ci qui peuvent altérer la vie de la personne atteinte. Lorsque vous avez un enfant qui a une respiration rapide, un enfant qui a un souffle court, lorsque l'enfant ne peut pas manger des quantités suffisantes d'aliments ou même ne peut pas téter, ça peut être des signes qui orientent. Les enfants qui ne prennent pas du poids aussi, un enfant qui se fatigue dès qu'il se met à faire une petite activité, un enfant qui est irritable ou qui pleure tout le temps, ça peut être également des éléments qui orientent. Mais on peut également faire ce diagnostic-là avant l'accouchement. Lors des consultations prénatales, l'échographie fœtale peut permettre de retrouver ces malformations cardiaques. Le traitement de la malformation est chirurgical. Il peut être palliatif ou curatif. Soit on ouvre complètement le cœur, on va parler de chirurgie à cœur ouvert pour aller réparer les trous dont on a parlé ou les autres anomalies, ou bien on va faire ce qu'on appelle la chirurgie à cœur fermé. En dehors de la chirurgie et des médicaments, il y a ce que nous appelons également le traitement interventionnel, où on n'est pas obligé d'ouvrir le cœur, mais on va passer par un petit vaisseau pour aller dans le cœur et faire ces interventions-là. C'est souvent vécu comme un drame dans nos communautés et il est important d'associer à tout ce que nous disons là ce soutien psychosocial aux parents. 60 ans en arrière, moins de 20% des bébés qui naissent avec des malformations cardiaques atteignent l'âge adulte. Aujourd'hui, l'espoir est permis. Les malades doivent être pris en charge pour mener une vie normale. Le monde entier a célébré ce 14 février la Saint-Valentin communément appelée fête de l'amour, et en prélude à cette fête, l'association It Is My Childhood a organisé à l'endroit des enfants orphelins le Children Valentine's Day, une activité qui a pour but de célébrer autrement la Saint-Valentin en apportant de la joie dans le cœur des enfants orphelins à travers des divertissements et des cadeaux. Daniel Sosa nous fait le point. Protéger l'enfant à travers son épanouissement.
C'est le but de l'association It's My Childhood, c'est mon enfance. Elle œuvre pour une bonne survie des enfants orphelins, défavorisés et vulnérables. Depuis 3 ans, elle célèbre autrement la Saint-Valentin en semant de la joie dans le cœur de ses enfants par des dons et des activités culturelles. Vous savez que c'est une fête qui rassemble les amoureux, les gens qui ont envie de prouver leur amour à leurs prochains. Et les enfants que nous invitons, ce sont des enfants qui vivent dans des centres d'orphelinat. Donc nous choisissons ce moment-là pour prouver à ces enfants qu'au dehors, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui vous aime, vous n'êtes pas seul dans le monde. Le simple fait de voir ces enfants orphelins sourire, s'épanouir, s'enjailler, danser, sauter dans tous les sens, faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire chez eux, à la maison, au centre, c'est déjà une réussite pour nous. Pour cette 3e édition de Children's Valentine's Day, 300 enfants ont eu l'occasion de se divertir, un besoin fondamental pour tout être humain, une satisfaction qui donne de l'espoir à ces bouts de jour. On a trouvé la joie aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir certains artistes que nous n'avons jamais vus, donc il n'y a pas à dire que l'espoir est fini, que nous sommes perdus, non, non. Ça m'a donné la joie de venir ici et je voudrais qu'à la prochaine fois, tout enfant ait la possibilité de venir aussi partager la joie. Maintenir alors le cap, c'est le prochain challenge de cette organisation à caractère social pour permettre aux enfants vulnérables d'avoir de l'espoir pour l'avenir. Le défi à relever, c'est de faire mieux que ce que nous faisons déjà. Et cela, c'est de la participation de tous. Le destin de l'être humain ne lui appartient pas. C'est Dieu qui décide en réalité de ce que nous serons. Donc je voudrais donner un message d'espoir à ces personnes qui manquent du minimum, à ces personnes qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité. Je les invite à ne pas perdre espoir car tout n'est pas fini, tout est encore possible. Faisons place aux enfants orphelins dans nos cœurs. Les regards sont donc tournés vers l'horizon 2022 pour une nouvelle édition de la Saint-Valentin des enfants. Autre élément dans ce journal, entre le Bénin et le Nigeria, les relations économiques n'ont jamais été des plus paisibles. Depuis toujours, elles sont viciées par un rapport de force qui oblige parfois l'économie béninoise à faire les frais des décisions unilatérales d'Abuja, comme les fermetures des frontières. Et pourtant, le Nigeria représente le premier partenaire commercial du Bénin avec 86% de la valeur des produits importés. Et d'aussi Besson, économiste et membre du laboratoire d'économie publique, spécialiste des questions commerciales transfrontalier Bénin-Nigeria, nous donne quelques pistes pour réinventer les relations entre les deux pays. Les relations commerciales entre le Bénin et le Nigeria sont vraiment dynamiques, surtout dans le secteur informel. Un peu à cause de la porosité des frontières, mais de façon formelle aussi, ces relations-là existent et sont très importantes pour l'économie béninoise. La preuve est que lors de la dernière fermeture en août 2019 dernier, on a remarqué une baisse, selon les estimations du ministre de l'économie, une baisse d'environ 48 milliards des recettes fiscales. Ce qui montre que vraiment, lorsqu'il y a un problème entre ces deux pays-là, l'économie béninoise en souffre. C'est vrai, l'économie nigériane aussi en souffre, mais pas dans les mêmes proportions. Vraiment, pour bénéficier ou même recadrer notre structure du commerce avec le Nigeria, il faut diversifier nos exportations. On n'a pas beaucoup de produits d'exportation. Or, c'est des opportunités pour le Bénin parce que le Nigeria est vraiment déficitaire à un certain nombre de produits alimentaires. Dans la culture de l'igname, ils sont vraiment déficitaires. Le manioc, le maïs, ils sont vraiment... la farine de garri, voilà, ils aiment vraiment nos produits. Donc, à nous de réorganiser le secteur, ne serait-ce que le secteur agricole. Et quand je parle de réorganiser, c'est de pouvoir aussi établir donc une gamme de prix parce que vraiment cette dépendance-là vis-à-vis du marché nigérien pose un problème lorsque quand on se retrouve par exemple dans une période de surproduction,
nos produits sont liquidés donc à des prix vraiment qui ne profitent pas aux producteurs. Donc si l'État pouvait se pencher sur la restructuration du niveau de prix dans le secteur agricole, cela va vraiment apporter à l'économie béninoise. Maintenant, à toutes ces mesures-là, on pourrait ajouter une harmonisation des politiques commerciales entre les deux pays. Et ça tombe bien justement, la mise en œuvre de la ZLECAf qui a été lancée en janvier passé. C'est un bon cadre pour le Bénin et le Nigeria de vraiment harmoniser leurs idées, parce que quel que soit ce qui se passe, la grande proximité est là. Donc il faut que ces deux économies-là coopèrent. Donc au-delà de cela aussi, il faut une synergie des actions. D'accord? Le contrôle des frontières, c'est important. Maintenant, ça ne peut pas seulement se faire par les forces d'armée nigérianes. Il faut aussi une coordination au niveau du Bénin. Donc, mettre les forces ensemble, aller vers les possibilités de changer entre le Bénin et le Nigeria. Je pense que ça va donner quelque chose de très intéressant dans la dynamique des échanges entre les deux pays. Suivons à présent la nation en bref. Images et commentaires, Ulvaïus Balogun. L'agence de notation financière internationale Fitch a rehaussé la perspective de notation de la République du Bénin de stable à positive, faisant ainsi du Bénin le premier pays bénéficiant d'une révision de perspective stable à positive de l'agence depuis le début de la crise liée à la Covid-19. Ainsi, Fitch estime la croissance du produit intérieur brut à 2,3% en 2020, bien au-dessus de la médiane des pays pairs du Bénin à moins 4,5% la même année. L'agence prévoit également une croissance de 5,6% en 2021, puis de 6,2% en 2022, portée par le rebond des secteurs du commerce, des transports, de l'agriculture et de la construction. 6 nouveaux décès de la maladie à coronavirus sont enregistrés au Bénin en l'espace de 5 jours. À la date du 14 février, le Bénin compte 5039 cas confirmés, dont 3960 guéris, 1017 patients en cours de traitement avec des dizaines de cas graves et 62 décès. Une augmentation importante qui témoigne une fois encore de la virulence de ce mal et de l'importance des gestes barrières. Ainsi donc, en 45 jours, le Bénin a enregistré 19 décès dus à la Covid-19. Le Bénin a procédé à la signature d'un accord de coopération économique et technique avec la République populaire de Chine. D'un montant d'un peu plus de 4,2 milliards de francs CFA, ce financement va servir à l'exécution de projets dont les deux parties conviendront de commun accord. Cet appui de la Chine vient en complément aux efforts de mobilisation de ressources nécessaires à la réalisation des projets à fort impact économique et social du programme d'action du gouvernement. Par ailleurs, la Chine annonce le démarrage de plusieurs grands projets afin de renforcer la coopération sino-béninoise encore plus prometteuse. Orgue du Bénin, après avoir lancé la construction de 80 zones agricoles planifiées sur son territoire, le gouvernement togolais va procéder à l'implantation de 10 zones d'aménagement de production bovine. En tout, 500 millions de francs CFA seront alloués grâce au soutien financier du projet d'appui aux populations vulnérables. Les APB constituent un système d'exploitation bovin dans un domaine bien circonscrit regroupant des pôles de troupeaux bovins d'une localité donnée. Ils disposeront, une fois achevés, d'atouts naturels et d'infrastructures sociales de base comme des écoles, des dispensaires ou encore des cabinets de vétérinaires. Pour le gouvernement togolais, la mise en place des zones d'aménagement agropastoral est une priorité afin de maintenir la transformation structurelle du secteur agricole. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez retrouver sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.